Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter le conte de Noël d'aujourd'hui, le 7 décembre. Une semaine du petit elfe ferme l'œil de Hans Christian Andersen. Très belle écoute à tous. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoires que Olé ferme l'œil. Lui, il sait raconter. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Olé ferme l'œil arrive. Il monte sans bruit l'escalier, il marche sur ses bas, il ouvre doucement la porte et pfft, il jette du lait doux dans les yeux des enfants, un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors leur tête devient lourde, mais ça ne fait aucun mal, car Olé ferme l'œil ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'ils se tiennent tranquilles, et ils le sont surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Olé ferme l'œil s'assied sur leur lit. Il est bien habillé, son habit est de soie, mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu, selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras, l'un décoré d'images, et celui-là, il l'ouvre au-dessus des enfants sages, qui rêvent alors toute la nuit des histoires ravissantes. Et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Il l'ouvre au-dessus des enfants méchants. Alors ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, nous allons vous dire comment Olé ferme l'œil, durant toute une semaine, vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Hjalmar. Cela fait en tout 7 histoires, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi. Écoute un peu, dit Olé ferme l'œil, le soir, lorsqu'il eut mis Hjalmar au lit. Maintenant, je vais décorer ta chambre. Et voilà que toutes les fleurs en pot devinrent de grands arbres, étendant leurs branches jusqu'au plafond et le long des murs, de sorte que la pièce avait l'air d'une jolie tonnelle. Toutes les branches étaient couvertes de fleurs, chacune plus belle qu'une rose embaumant délicieusement. Et s'il vous prenait envie de la manger, elle était plus sucrée que de la confiture. Les fruits brillaient comme de l'or. Il y avait aussi des petits pains mollets, bourrés de raisins, c'était merveilleux. Mais tout à coup, des gémissements lamentables se firent entendre dans le tiroir de la table, où Hjalmar rangeait ses livres de classe. « Qu'est-ce que c'est » dit Olé. Il alla vers la table, ouvrit le tiroir. C'était l'ardoise, qui se trouvait mal parce qu'un chiffre faux s'était introduit dans le calcul. Le crayon d'ardoise sautait et s'agitait au bout de sa ficelle, comme s'il était un petit chien. Il aurait voulu corriger le calcul, mais il n'y arrivait pas. Et puis il y avait le cahier d'écriture de Hjalmar. Il se lamentait en dedans que ça faisait mal à l'entendre. Sur chaque page, il y avait des lettres majuscules modèles, chacune avec une petite lettre à côté d'elle, formant une rangée modèle du haut en bas. Et à côté de celle-là, il y en avait qui croyaient être semblables au modèle. C'était celle que Hjalmar avait écrite. Celle-là allait tout de travers, comme si elles avaient trébuché sur le trait de crayon
où elles auraient dû se poser. « Regardez, voilà comment il faut vous tenir, disait le modèle, comme ça à côté de moi d'un seul trait. Oh, nous voudrions bien, disaient les lettres de Hjalmar, mais nous n'y arrivons pas, nous sommes très malades. Alors il faut vous purger, disait Olé Ferme-l'œil. Oh non, non, criait-elle, et les voilà debout toutes droites, que c'en était un plaisir de les voir. Mais maintenant, nous n'allons pas raconter d'histoire, dit Olé Ferme-l'œil. Il faut que je leur fasse faire l'exercice. 1, 2, 1, 2. Et il fit faire l'exercice aux lettres. Elles se tenaient aussi droites, étaient aussi bien constituées que n'importe quel modèle. Mais une fois, Olé Ferme-l'œil partit. Quand Hjalmar alla les voir, elles étaient aussi lamentables qu'auparavant. Mardi. Aussitôt que Hjalmar fut au lit, Olé Ferme-l'œil toucha de sa petite seringue magique tous les meubles de la chambre. Aussitôt ils se mirent tous à bavarder. Mais ils ne parlaient que d'eux-mêmes, sauf le crachoir, qui restait muet mais s'irritait de les voir si vaniteux, ne s'occupant que d'eux-mêmes, ne pensant qu'à eux-mêmes, et n'ayant pas la plus petite pensée pour lui qui, modestement, restait dans son coin et tolérait qu'on lui crache dessus. Au-dessus de la commode était suspendue une grande peinture dans un cadre doré. On y voyait un paysage avec de grands vieux arbres, des fleurs dans l'herbe, une pièce d'eau et une rivière qui coulait derrière le bois. Passaient devant de nombreux châteaux et se jetaient au loin dans la mer libre. Olé Ferme-l'œil toucha le tableau de sa seringue. Alors les oiseaux peints commencèrent à chanter. Les branches des arbres ondulèrent et les nuages coururent dans le ciel. On pouvait voir leur ombre se déplacer sur le paysage. Olé Ferme-l'œil souleva Hjalmar jusqu'au cadre, et le petit garçon posa ses jambes dans la peinture et le voilà debout dans l'herbe haute. Le soleil brillait sur lui à travers la ramure. Il courut jusqu'à l'eau, s'assit dans la barque peinte en rouge et blanc. Les voiles brillaient comme de l'argent, et 6 cygnes portant chacun un collier d'or autour du cou et une étoile bleue étincelante sur la tête tiraient le bateau au long de la verte forêt, où les arbres parlaient de brigands et de sorcières, et les fleurs de ravissants petits elfes, et de ce que les papillons leur avaient raconté. De beaux poissons aux écailles d'or et d'argent nageaient derrière la barque. De temps en temps, ils faisaient un saut et l'eau clapotait. Les oiseaux rouges et blancs, grands et petits, volaient derrière en 2 longues rangées. Les moustiques dansaient, les hannetons bourdonnaient. Ils voulaient tous accompagner Hjalmar, et ils avaient tous une histoire à raconter. Ah, ce fut une belle promenade en bateau. Par moments, les bois étaient épais et sombres. Puis, ils devenaient de jardins ensoleillés et fleuris, avec de grands châteaux de cristal et de marbre. Sur les balcons se tenaient des princesses qui étaient toutes des petites filles connues de Hjalmar, avec lesquelles il avait déjà joué. Elles étendaient la main et tendaient chacune là le petit cochon de sucre le plus exquis qu'aucun confiseur n'eût jamais vendu. Hjalmar, au passage, saisissait par un bout le petit cochon. La petite fille tenait ferme de l'autre, en sorte que chacun en avait un morceau, elle le plus petit, Hjalmar de beaucoup le plus gros. Devant chaque château, de petits princes montaient la garde. Ils portaient armes avec des sabres d'or et faisaient pleuvoir des raisins secs et des soldats de plomb. C'étaient de véritables princes. Hjalmar naviguait tantôt à travers des forêts, tantôt à travers d'immenses salles ou à travers une ville. Il lui arriva même de traverser la ville où habitait sa bonne d'enfant, celle qui le portait dans ses bras
quand il était tout petit et qu'il l'aimait tant. Elle lui fit des signes et lui sourit et chanta cet air charmant qu'elle avait elle-même composé pour lui. Je pense à toi à toute heure, mon cher petit Hjalmar chéri. C'est moi qui baisais ta petite bouche et aussi ton front, tes joues vermeilles. Je t'ai entendu dire tes premiers mots et puis il a fallu te quitter. Que notre Seigneur te bénisse ici-bas, mon bel ange descendu des cieux. Tous les oiseaux chantaient avec elle, les fleurs dansaient sur leurs tiges et les vieux arbres dodelinaient de la tête, comme si Olé Ferme-l'œil eût aussi pour eux raconté cette histoire. Mercredi. Oh, comme la pluie tombait au dehors. Hjalmar l'entendait même dans son sommeil, et quand Olé Ferme-l'œil entr'ouvrit une fenêtre, il vit que l'eau montait jusqu'au ras du chambranle, un vrai lac. Mais un magnifique navire mouillait devant la maison. « Viens-tu avec nous, petit Hjalmar ?» dit Olé Ferme-l'œil. « Tu pourras voyager cette nuit dans les pays étrangers et être de retour demain matin. » Et voilà Hjalmar dans son costume du dimanche, debout sur le magnifique navire. Le temps devint aussitôt radieux. Ils naviguèrent de par les rues, croisèrent devant l'église et bientôt ils furent en pleine mer. On alla si loin qu'on ne voyait plus aucune terre, mais seulement une troupe de cigognes qui venaient aussi du Danemark et allaient vers les pays chauds. Elles se suivaient l'une derrière l'autre et avaient déjà volé si longtemps. L'une d'elles était très fatiguée. Ses ailes ne pouvaient plus la porter, elle était la dernière de la file. Bientôt elle fut loin derrière les autres, elle volait de plus en plus bas, donna encore quelques faibles coups d'aile, mais en vain. Elle toucha de ses pieds le cordage du bateau, glissa le long de la voile et poum, la voilà sur le pont. Le mousse la prit et l'enferma dans le poulailler avec les poules, les canards et les dindons. La pauvre cigogne était toute confuse en cette compagnie. « En voilà un drôle d'oiseau !» dirent les poules. « Nous sommes bien tous d'accord, elle est stupide. »« Bien sûr, elle est stupide !» gloussa le dindon. Alors la cigogne se tut et rêva de son Afrique. « Vous avez vu là de jolies longues, comme vous avez là de jolies longues jambes maigres, dit la dinde. Combien en vaut l'une ? Coin, 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 ricanaient les canards. Mais la cigogne fit celle qui n'a rien entendu. Vous pourriez bien rire avec nous, dit le dindon, car c'était très spirituel, ou peut-être n'était-ce pas d'un goût assez relevé pour vous si haut perché. Glou-glou, madame n'aime pas la plaisanterie, alors soyons spirituels entre nous. Et les poules de glousser et les canards de cancaner. Coin, coin, coin. C'était extraordinaire, comme il se trouvait drôle. Mais Hjalmar alla droit au poulailler, ouvrit la porte, appela la cigogne qui sautilla sur le pont jusqu'à lui. Elle s'était reposée et saluait Hjalmar comme pour le remercier. Puis elle étendit ses ailes et s'envola vers les pays chauds. Tandis que les poules gloussaient, que les canards faisaient coin-coin et que la tête du dindon devenait toute rouge. « Demain, on fera une soupe de vous tous, disait Hjalmar, et il s'éveilla, couché dans son petit lit. C'était un voyage extraordinaire qu'Olé Ferme-l'œil lui avait fait faire. Jeudi. Attends, dit Olé Ferme-l'œil, n'aie pas peur, tu vas voir une petite souris. Et il tendit vers lui sa main où était assise la jolie petite bête. Elle est venue t'inviter au mariage de 2 petites souris qui vont entrer en ménage cette nuit. Elles habitent sous le garde-manger de ta mère. Il paraît que c'est un appartement incomparable. Mais comment pourrais-je passer dans le petit trou de souris du parquet ? Demanda Hjalmar. Laisse-moi faire, dit Olé Ferme-l'œil. Je vais te rendre tout petit.
de sa seringue magique, il toucha Hjalmar qui aussitôt devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être pas plus grand qu'un doigt. « Maintenant tu peux emprunter ces vêtements aux soldats de plomb. Je crois qu'ils t'iront bien. »« Allons-y, fit Hjalmar. » Et en un instant le voilà habillé, comme le plus mignon petit soldat de plomb. « Voulez-vous avoir la bonté de vous asseoir dans le dé à coudre de votre mère ?» dit la souris. « J'aurai l'honneur de vous tirer. »« Mon Dieu, mademoiselle, allez-vous prendre cette peine ?» dit Hjalmar. Et les voilà partis au mariage de Souris. D'abord, ils passèrent sous le parquet dans un long couloir, juste assez haut pour que l'attelage du dé à coudre pût y passer. « Est-ce que ça ne sent pas bon ici ?» dit la souris. « Tout le couloir a été enduit de couenne. On ne peut pas faire mieux. » Puis ils arrivèrent dans la salle du mariage. À droite se tenaient toutes les souris femelles. Elles susurraient et chuchotaient, comme si elles se moquaient les unes des autres. À gauche se tenaient les mâles. Ils se lissaient la moustache avec leurs pattes. Au milieu de la salle se tenaient les mariés, debout dans une croûte de fromage, évidée, et ils s'embrassaient à bouche. Que veux-tu devant tout le monde, puisqu'ils étaient fiancés et allaient se marier dans un instant. Il arrivait de plus en plus d'invités, les souris étaient serrées à s'écraser. Les mariés étaient placés au beau milieu de la porte, de sorte qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir. La salle étant frottée à la couenne, on n'offrait rien d'autre à manger. Mais comme dessert, on apporta un pois dans lequel une souris de la famille avait, de ses petites dents, gravé le nom des mariés, ou du moins leur initiale. C'était tout à fait splendide. Toutes les souris furent d'accord pour dire que c'était un beau mariage. Vendredi. C'est inouï combien de gens d'un certain âge voudraient m'avoir auprès d'eux, dit Olé Ferme-l'œil, surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Mon bon petit Olé, me disent-ils, nous ne pouvons nous endormir et toute la nuit nous sommes là à voir défiler nos mauvaises actions, qui comme d'affreux petits démons s'asseyent sur notre lit et nous aspergent d'eau bouillante. Ne voudrais-tu pas venir les chasser, que nous puissions dormir d'un bon somme ? Il soupire et ajoute tout bas. Nous te paierons bien. Bonsoir, Olé. L'argent est sur le bord de la fenêtre. Mais je ne fais pas ça pour de l'argent, terminait Olé Ferme-l'œil. Qu'est-ce qui va arriver cette nuit demanda Hjalmar. Eh bien, je ne sais pas si tu as envie de venir encore ce soir à un mariage d'un tout autre genre que celui d'hier. La grande poupée de ta sœur, celle qui a l'air d'un homme et qu'on appelle Hermann, va épouser la poupée Bertha. C'est d'ailleurs l'anniversaire de la poupée. Il y aura donc beaucoup de cadeaux. Oui, je connais ça, dit Hjalmar. Quand les poupées ont besoin de robes neuves, ma sœur décide que c'est leur anniversaire ou qu'elles se marient. C'est arrivé plus de 100 fois. Oui, mais cette nuit, c'est le 101e mariage. Et quand le 101e est terminé, tout est fini. C'est pourquoi celui-ci sera splendide. Regarde un peu. Hjalmar regarda vers la table. La petite maison de carton était là avec ses fenêtres éclairées et tous les soldats de plomb présentaient armes. Les couples de fiancés étaient assis par terre, le dos appuyé au pied de la table, très songeurs, et ils avaient sans doute pour cela de bonnes raisons. Olé Ferme-l'œil, vêtu de la jupe noire de grand-mère, les bénit. Après la bénédiction, tous les meubles de la chambre entonnèrent la jolie chanson que voici, écrite par le crayon sur l'air de la retraite. Notre chanson arrive comme le vent sur le couple nuptial dans la chambre, tous deux raides comme des baguettes. Ils sont faits de peaux de gants. Bravo, bravo, bravo pour la peau et les baguettes. Nous le chantons à tous les vents. Puis on leur offrit tous les cadeaux. Ils avaient demandé
qu'il n'y eut rien de comestible, car leur amour leur suffisait. « Allons-nous rester dans le pays ou voyager à l'étranger ?» demanda le marié. Ils prirent conseil de l'hirondelle, qui avait beaucoup voyagé, de la vieille poule de la basse-cour, qui avait couvé 5 fois des poussins. L'hirondelle parla des pays chauds où le raisin prend en grande et lourde grappe, où l'air est doux et où les montagnes ont des couleurs qu'on ne connaît pas du tout ici. « Mais ils n'ont pas nos choux verts, dit la poule. J'ai passé un été à la campagne avec mes poussins. Il y avait un coin de gravier où nous pouvons gratter. Et puis il y avait une sortie vers un potager plein de choux verts. Oh, qu'ils étaient verts, je ne peux rien m'imaginer de plus beau. » « Mais un chou est pareil à un autre, dit l'hirondelle. Et puis il fait souvent si mauvais temps ici. Oui, mais on y est bien habitué. Et puis il fait froid, on gèle ici. Cela fait beaucoup de bien aux choux. D'ailleurs, il arrive que nous ayons chaud. Il y a 4 ans, nous avons eu un été qui a duré 5 semaines, où il faisait si chaud qu'on suffoquait. Et puis, nous n'avons pas de ces bêtes venimeuses qu'ils ont là-bas, et nous n'avons pas de brigands. C'est une honte de ne pas trouver notre pays le plus beau du monde. Vous ne mériteriez pas d'y vivre. Moi aussi j'ai voyagé, j'ai fait plus de 12 lieues en voiture, dans un panier, et je vous assure qu'un voyage n'a rien d'agréable. La poule est une femme raisonnable, dit la poupée Bertha. Moi non plus je n'aime pas voyager dans les montagnes pour monter et descendre tout le temps. Nous allons tout simplement nous installer là-bas sur le gravier et nous nous promènerons dans le jardin aux choux et on en reste là. Samedi. Vas-tu me raconter des histoires maintenant, dit le petit Hjalmar. Nous n'avons pas le temps ce soir, dit Olé, en ouvrant au-dessus du petit son plus beau parapluie. Regarde ces Chinois. Et tout le parapluie ressemblait à une grande coupe chinoise, ornée d'arbres bleus et de ponts arqués, sur lesquels des petits Chinois hochaient la tête. Il faut que le monde entier soit astiqué pour demain, dit encore Olé, car c'est dimanche. Mon plus grand travail sera de descendre toutes les étoiles pour les astiquer aussi. Je les prends toutes dans mon tablier, mais il faut d'abord les numéroter et mettre le même chiffre dans les trous où elles sont fixées là-haut, afin de les remettre à leur bonne place. Non, écoutez, monsieur Ferme-l'œil, vous exagérez, s'écria un portrait accroché sur le mur, contre lequel dormait le petit garçon. Je suis l'arrière-grand-père de Hjalmar. Merci de lui raconter des histoires, mais vous ne devriez pas lui fausser ses notions. On ne peut pas décrocher les étoiles et les polir. Merci à toi, vieil arrière-grand-père, mais moi je suis encore plus ancien que toi. Je suis un vieux païen. Les Romains et les Grecs m'appelaient le dieu des rêves. J'ai toujours fréquenté les plus nobles maisons et j'y vais encore. Je sais parler aux petits et aux grands. Tu n'as qu'à raconter à ton idée maintenant. Olé Ferme-l'œil partait là-dessus en emportant son parapluie. Dimanche. Bonsoir, dit Olé Ferme-l'œil, et Hjalmar le salua. Puis il se leva et retourna contre le mur, le portrait de l'arrière-grand-père, afin qu'il ne prît pas part à la conversation comme la veille. Voilà, tu vas me raconter des histoires. Celle des 5 pois verts qui habitaient la même cosse, celle de l'os de coq qui faisait la cour à l'os de poule, celle de l'aiguille à repriser, si fière d'elle-même qu'elle se figurait être une aiguille à coudre. « Ne faut pas abuser des meilleures choses, dit Olé Ferme-l'œil. Je vais plutôt te montrer quelqu'un. Je vais te montrer mon frère, il s'appelle aussi Olé Ferme-l'œil, mais ne vient jamais plus d'une fois chez quelqu'un et quand il veut. Il le prend avec lui sur son cheval et il raconte. Oh, quelle histoire! Il n'en sait que 2.
une si merveilleusement belle que personne au monde ne pourrait l'imaginer, une si affreuse et si cruelle, impossible de la décrire. Et puis il éleva dans ses bras le petit Hjalmar jusqu'à la fenêtre et lui dit « Regarde, voilà mon frère, l'autre Olé Ferme-l'œil, qu'on appelle aussi la mort. Tu vois, elle n'a pas du tout l'air méchant comme dans les livres d'images, où il n'est qu'un squelette. Non, son costume est brodé d'argent et c'est un bel uniforme, de hussard. Une cape de velours noir flotte derrière lui sur le cheval et il va au galop. Hjalmar vit comment Olé Ferme-l'œil galopait en entraînant des jeunes et des vieux sur son cheval. Il en plaçait certains devant, lui et d'autres derrière, mais toujours d'abord il demandait « Et comment est ton carnet de notes ?» Tous répondaient « Excellent !»« Faites-moi voir ça !» disait-il, et il fallait lui montrer le carnet. Ceux qui avaient très bien ou excellent venaient devant et ils entendaient une merveilleuse histoire. Ceux qui n'avaient que passable ou médiocre allaient derrière et entendaient l'histoire horrible. Ils tremblaient et pleuraient, ils voulaient sauter à bas de cheval, mais ils ne le pouvaient plus. Ils étaient enchaînés à l'animal. Mais la mort est un très gentil Olé Ferme-l'œil numéro 2, dit Hjalmar. Je n'en ai pas peur du tout. Il ne faut pas en avoir peur, dit Olé. Il faut seulement veiller à avoir un bon carnet de notes. Ça, c'est un bon enseignement, murmura le portrait de l'arrière-grand-père. Il est toujours utile de donner son avis. Et il était fort satisfait. Et ceci est l'histoire d'Olé Ferme-l'œil. Il viendra sûrement ce soir vous en raconter lui-même bien davantage. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous remercie par avance de liker, partager, commenter et de vous abonner. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.